commençons cette émission avec la partie macroéconomique et Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Revenons peut-être quand même sur le chiffre macroéconomique de la semaine, le rapport mensuel d'inflation aux États-Unis pour le mois d'août qui a été publié mardi, qui a secoué les marchés comme on le constate encore aujourd'hui. Au regard des données d'inflation qu'on a pu avoir et des indicateurs en votre possession, Gilles, est-ce que l'inflation aux États-Unis décélère aujourd'hui ou est-ce qu'elle est encore en train d'accélérer ? Non, elle ne décélère pas et c'était l'espoir que l'on pouvait avoir après l'indice des prix du mois de juillet où là on avait quelques indications positives. Ce qui a le plus déçu dans le rapport du mois d'août, c'est le fait que l'inflation sous-jacente, donc corrigée de l'énergie, de l'alimentaire, continue ou a recommencé à accélérer. Et lorsqu'on creuse un petit peu dans les composantes de cette inflation sous-jacente, il y a des composantes qui ont tendance à être assez visqueux, c'est-à-dire qu'une fois que les prix commencent à accélérer dans ces secteurs, il est extrêmement difficile de les faire revenir. Et c'est le cas par exemple des loyers qui continuent à accélérer fortement. On a aussi une accélération des prix dans les services médicaux. Donc on est toujours dans cette logique pour l'instant d'élargissement en fait des bases de l'inflation. Et c'est ça qui va surtout inquiéter la Fed. Et encore une fois, au mois de juillet, on pouvait commencer avec un microscope à trouver quelques indications positives. Et là, ça s'est complètement dissipé avec le rapport du mois d'août. La question des loyers est intéressante. Il y a une grande partie au sein du shelter américain qui est composée par ces fameux loyers implicites, Gilles, qui est une composante qui accélère encore fortement. Mais quand on regarde des indicateurs privés, par exemple, il y a un indice Zillow qui mesure aussi la dynamique des nouveaux loyers qui sont proposés aux locataires américains. On sent bien qu'il y a quand même l'idée d'une décélération de ce point de vue-là qui ne se matérialise pas encore dans les indices d'inflation. Est-ce qu'on a le droit, en tant que participant de marché, économiste, de regarder un petit peu devant quand même, Gilles, de ce point de vue-là ? Non, on a le droit, mais il faut être assez humble, je crois, devant les données, parce que le flux est quand même assez ambigu. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, ce qu'on peut appeler les forces exogènes de l'inflation, ce qui provient, par exemple, des prix importés. Là, les nouvelles aux États-Unis sont plutôt bonnes et ça va au-delà du simple effet de la baisse du prix du pétrole. On a des prix des biens importés hors énergie qui ralentissent maintenant assez fortement. C'est probablement d'ailleurs aussi un effet de l'appréciation du dollar. Donc de ce côté-là, il se passe des choses plutôt positives. D'un autre, on peut évidemment partir du principe que les indicateurs sur l'économie réelle nous suggère qu'il y a un ralentissement maintenant assez prononcé qui est dans le pipeline. Ça devrait faire revenir vers le bas un certain nombre de composantes de l'inflation. Mais un élément qui manque en fait dans cette équation pour que la Fed puisse commencer à respirer un peu mieux, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. C'est-à-dire que pour moi, ça va vraiment être la clé. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un ralentissement de l'activité économique qui aurait un impact sur un certain nombre de secteurs, un impact sur les prix dans un certain nombre de secteurs. Pour moi, la Fed va vraiment regarder de manière extrêmement précise ce qui se passe sur le marché du travail. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réactions du marché du travail au ralentissement de l'activité. Si vous regardez par exemple la composante emploi des indices ISM, on est même revenu dans les services en territoire d'expansion. Donc c'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire que il y a 3 ou 4 mois, ma position a été assez simple, c'était de dire on va vers une récession aux États-Unis. Cette récession va avoir un effet mécanique presque sur le marché du travail. Les salaires vont commencer à décélérer et la Fed va pouvoir commencer tout doucement son fameux pivot dovish. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment frappant, c'est cette résistance incroyable du marché du travail et cette résistance très forte des salaires. Et là-dessus, je pense que la Fed aura un comportement, disons, de Saint Thomas. C'est-à-dire qu'ils voudront voir que les salaires effectivement commencent à décélérer. Ils voudront voir malheureusement que le taux de chômage commence vraiment à monter avant de changer de fusil d'épaule. Est-ce que cette stratégie, telle qu'on la comprend, cette fonction de réaction, c'est compatible avec l'idée d'un soft landing ou forcément la Fed est backward-looking, est volontairement backward-looking et donc l'idée d'un soft landing est quasiment impossible dans ce monde-là? Bon, en tout cas, ça n'est pas mon central, parce que moi j'ai une vraie récession aux États-Unis au 4e trimestre de cette année et au 1er trimestre de l'année prochaine. D'abord, historiquement,
à chaque fois que les banques centrales, en tout cas que la Fed, démarre une phase de durcissement, il y a cette idée qu'on va pouvoir organiser un atterrissage en douceur, que le taux de chômage n'aura pas besoin de monter très fortement, hein. Ça ne se produit jamais comme ça. C'est-à-dire que la capacité de la Banque centrale et même d'une Fed extraordinairement crédible, la capacité d'une Fed à trouver le dosage exact de durcissement monétaire qui va permettre de faire atterrir les choses tout doucement, ça relève du miracle. Et on a en plus, ça c'était un papier intéressant de la Fed de San Francisco qui, je pense, a un impact intellectuel assez fort à la Fed en ce moment, qui consiste à dire attention, regardez, on a des anticipations d'inflation, c'est pour ça que l'indice du Michigan va être important cet après-midi. On a des anticipations d'inflation à court terme qui ont tendance à monter très fort. On se rassurait jusqu'à présent en se disant oui, mais ce sont des anticipations d'inflation à court terme, à long terme, il ne se passe pas Ouais. grand-chose, donc il n'y a pas de vrai désancrage. Oui, mais on s'aperçoit qu'en phase de tensions sur le marché du travail, eh bien, ce sont ces anticipations d'inflation à court terme qui sont déterminantes pour l'évolution des salaires. Et c'est ça la grande affaire du moment. Mm. Sur la partie croissance, Gilles, alors j'entends effectivement votre idée, entrée des États-Unis en récession au 4e trimestre. Enfin, comment vous regardez la séquence globale du global slowdown, comme disent les anglo-saxons? Le patron de FedEx nous dit ça va être global et ça va être synchronisé d'une certaine manière. Oui, c'est une récession assez synchronisée qui s'annonce pour les grandes zones économiques mondiales. Il peut y avoir une forme de séquencing de ce point de vue-là ou pas, Gilles? Moi, je n'ai aucun sequencing. J'ai une contraction du PIB au même moment aux États-Unis dans la zone euro, quatrième trimestre et premier trimestre. Alors, vous allez pouvoir me dire que le PIB a déjà commencé à se contracter aux États-Unis dans la première moitié de 2022, mais il s'agissait quand même d'accidents assez techniques en fait. Mais moi, j'ai quelque chose de synchronisé. Un peu par hasard. C'est-à-dire que pour moi, les causes du ralentissement restent quand même assez différents d'une zone à l'autre. En Chine, il y a eu quelques chiffres plutôt positifs au mois d'août, mais quand même, on sent bien que la Chine aura du mal à délivrer son objectif de croissance cette année. Et là, c'est bien évidemment la coexistence de la poursuite de la pandémie et d'une politique économique qui hésite un petit peu dans sa réponse. Aux États-Unis, on en a parlé, c'est la nécessité absolue de casser une situation de surchauffe. Donc c'est une récession qui est pour moi maintenant essentiellement drivée par la politique économique. Et dans la zone euro, c'est le gaz, c'est la guerre en Ukraine. Donc les raisons sont différentes, Ouais. mais malheureusement tout intervient un peu au même moment. Et ensuite les choses ont tendance à se nourrir d'elles-mêmes. C'est-à-dire que la zone euro, qui est la grande région économique la plus ouverte en Occident, va souffrir aussi du fait qu'on aura une demande chinoise un peu en berne, qu'on aura une demande américaine un peu en berne. Donc les choses ensuite se nourrissent, mais encore une fois, oui, c'est synchronisé, mais les causes sont assez différentes. Du côté de la Banque centrale européenne, Gilles, la discussion sur le bilan, la réduction du bilan arrive vite, après 2 jumbo hikes de 50 et 75 points de base. Sans doute que la BCE signalera officiellement l'ouverture de ces discussions dans les prochaines semaines, au cours du mois d'octobre. Quelle va être la nature de ces premières discussions et quelle forme un QT européen pourrait-il prendre? Moi, j'ai été surpris de ces fuites qui sont intervenues quelques jours après la réunion du Conseil des gouverneurs, puisque pendant la conférence de presse, Christine Lagarde nous a dit c'est prématuré et a priori non, c'est pas si prématuré que cela parce qu'il y aura une réunion sur ce thème le 5 octobre et qu'on devrait en parler à la réunion du Conseil des gouverneurs le 25, donc ça intervient quand même très tôt. Et je me demande dans quelle mesure les colombes ou ce qui reste des colombes au Conseil des gouverneurs sont pas des situations assez curieuses où, de manière répétée, ils acceptent finalement des hausses des taux contre la promesse qu'à côté on ne fera pas grand-chose de trop dangereux. Et puis à chaque fois, en fait, une semaine ou deux plus tard, on découvre que non, il n'y aura pas de cette espèce d'échange. Donc là, je me demande en termes de fonctionnement politique de la BCE, il y a quelque chose qui se passe là qui est assez intéressant à mon avis. Mais c'était une digression. Maintenant, sur le fond, la forme du durcissement quantitatif,
Dans le cas de la zone euro, on en a quand même déjà une bonne idée parce qu'on est dans cette phase de réinvestissement de l'APP et du PEP. Sur le PEP, on n'en parle pas puisque là, il y a un engagement qui, là, à mon avis, serait très difficile à remettre en cause pour la BCE. Il y a des limites au nombre de fois où on peut briser la forward guidance. Donc, je ne pense pas que la BCE puisse facilement changer d'avis là-dessus. Le PEP sera réinvesti jusqu'au moins la fin de 2024. En revanche, sur l'APP, qui était le programme de QE ordinaire, eh bien, probablement, on va commencer à avoir une réduction du flux de réinvestissement et j'imagine peut-être dès le début de l'année 2023. Ce qui va être, à mon avis, central, c'est la flexibilité que la BCE mettra sur ce ralentissement des réinvestissements. Euh, Parce que on est un peu en territoire inconnu là. On a un marché qui doit absorber une contagion des taux américains qui est quand même assez forte, qui doit absorber une BCE qui elle-même relève ses taux directeurs plus vite que ce qui était attendu, qui doit absorber un changement politique en Italie qui n'est pas totalement anodin. Si là en plus on nous dit qu'on réinvestit moins, ça commence à faire beaucoup. Donc mon espoir c'est qu'il y ait le début d'une réduction des réinvestissements, mais que la BCE soit extraordinairement claire sur le fait que même s'il y a un chiffre, même s'il y a un objectif qui est donné, que l'on soit très flexible mois par mois sur ce montant de baisse des réinvestissements, parce qu'il va peut-être falloir gérer un marché obligataire un peu compliqué l'année prochaine. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre éclairage macro hebdomadaire le vendredi dans Smart Bourse. Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, en visioconférence avec nous.